Taxidermie de Delphine Schmitz. La scène de crime était particulièrement sordide. Le meurtrier avait cru bon d'agir la nuit, dans une ruelle peu fréquentée, mais l'endroit était désormais noir de monde. Hommes, femmes et enfants jouaient des coudes pour venir analyser dans les moindres détails les intestins qui pendaient du corps, tandis que les organes extirpés formaient sur le pavé une marée puante en cours de coagulation. Regardez, père, c'est le foie, jubilait un petit garçon. Félicitations, Maurice, c'est bien le foie. D'autres spectateurs sourirent à l'enfant. C'est que le petit était observateur. Quel effroi sur son visage, lança une jeune femme qui, loin de détourner le regard, s'était approchée à quelques centimètres de la malheureuse victime éviscérée pour mieux la contempler. Elle semble réelle. On dirait de la peau et du vrai sang. Pourtant, ce n'est que de la cire, répondit son mari blasé. Je sais, mais quand je croise leur regard, j'en viens à l'oublier. Oh, et là, regarde! C'est le boucher de Saint-Cyr. La jeune femme était partie en courant vers la scène de crime voisine, suivie de près par son époux qui haussa les épaules. Quelle étrange créature que l'être humain! Horrifié le matin par les immondes faits divers relayés par la presse, il se précipitait l'après-midi au musée de Cire pour contempler les reconstitutions de ces mêmes histoires. Car, si le somptueux musée Grévin avait vocation à présenter les personnalités du moment, ce qui attirait véritablement les foules, c'était la chambre des horreurs. Et 1896 s'avérait particulièrement riche en criminels de tout poil. Réajustant son monocle, l'homme soupira en voyant sa charmante épouse pousser d'autres personnes pour aller examiner de plus près le terrible boucher. Il avait pourtant pris beaucoup de plaisir à visiter le reste du musée. Ses concepteurs, non contents de présenter des personnages extrêmement réalistes, avaient le don de la mise en scène. Il avait ainsi visité les coulisses de l'opéra, avait admiré Louis Pasteur testant dans son laboratoire son vaccin sur des animaux, avait croisé le regard des membres au complet de la famille Bonaparte dans leur appartement, et en avait été ébloui. Il serait resté des heures à apprécier ces scènes s'il n'avait été pressé par sa jeune épouse, qui n'avait qu'une idée en tête, visiter la chambre des horreurs. Cela faisait une demi-heure qu'ils y étaient, et il commençait à se sentir oppressé par cette ambiance sinistre. Ce n'était pas le cas de sa femme, qui arborait un grand sourire en étudiant le faciès du boucher de Saint-Cyr, célèbre meurtrier recalé de la prestigieuse école militaire, qui avait assassiné au couteau de boucher une dizaine d'étudiants avant d'être finalement arrêté et condamné à mort. Regardez ce visage, s'exclama-t-elle. Le mal se lit sur ses traits. Il était vrai que le criminel arborait un rictus haineux. Pour ne rien arranger, sa statue avait été positionnée le bras en l'air, un couteau de cire à la main. La jeune femme avait les yeux plongés dans le regard de verre quand elle fit un bond en arrière. Le boucher abaissait son arme sur elle. Elle poussa un cri strident et alla se réfugier auprès de son mari, sous les rires de la foule. Perdue, elle jeta un regard en direction de la statue qui remontait déjà tranquillement son bras. Tout va bien, ma chère, ce n'est qu'un automate, la réconforta son époux en réprimant un sourire. S'esclaffant sottement pour masquer sa honte, elle agrippa le bras de son mari, qu'elle n'allait plus lâcher durant le reste de la visite. Elle savait pourtant bien que certaines des statues de la chambre des horreurs étaient animées. Tout avait été prévu pour contenter les visiteurs en quête de frissons. Observant la scène à travers un judas depuis les coulisses, deux jeunes gens riaient de bon cœur. Encore un coup de maître, jubilait Sibylle. La pauvre femme était verte de trouille. C'est si drôle quand le mécanisme s'active alors qu'un visiteur est trop proche de la statue. Gustave, son fiancé, n'était pas peu fier. Il avait travaillé des jours entiers pour équiper le bras du boucher d'un dispositif à roues dentées qui le faisait se mouvoir à intervalles réguliers. Il adorait espionner les spectateurs se faisant piéger. Il aimait encore plus admirer sa jolie promise, les observer avec espièglerie par l'œilleton qu'il avait fixé au mur de son atelier pour voir sans être vu.
Elle avait alors ce sourire malicieux qui lui dessinait une délicieuse fossette sur la joue. Ah, qu'il avait de la chance que la demoiselle eût jeté son dévolu sur lui. Un grincement de porte le fit se retourner. C'était son frère, Athanase, qui venait d'entrer dans l'atelier. Enjambant mannequins de cire, pots de peinture, décors et costumes qui emplissaient la pièce, il vint à leur rencontre. Gustave! Bonne nouvelle! L'autopsie vient d'être terminée. Je me suis arrangé pour être celui qui le placera dans son cercueil. Viens me rejoindre ce soir à la morgue. L'étrangleur de Barbès? S'écria Gustave. Lui-même. Sibylle ne put réprimer une grimace de dégoût. Alors, vous allez vraiment recommencer? Gustave est un excellent sculpteur, pourquoi ne pas vous contenter d'une réplique en cire? Son fiancé vint lui embrasser la joue. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais je t'assure que les grands criminels ont ce côté fou qu'aucun sculpteur ne peut reproduire à l'identique. Et j'avoue que je prends un grand plaisir à voir ces personnes jouer à se faire peur sans savoir qu'elles côtoient de vrais assassins. À moins qu'elles ne le sachent au fond d'elles-mêmes, renchérit Athanase. D'après moi, c'est ce qui explique le succès de la Chambre des horreurs. Sibylle le considéra un instant et réalisa que le garçon lui faisait un peu pitié. Le destin avait été bien cruel en rendant les deux frères si différents. Autant Gustave était charmant et élancé, autant Athanase était pâteau et rondouillard. Pourtant c'était lui le médecin, l'esprit brillant de la famille. C'était lui qu'elle aurait dû épouser. Mais quand elle avait rencontré son cadet, elle avait su que son choix était fait. Elle allait épouser un sculpteur de chambre des horreurs. Je dois retourner à la morgue, dit le légiste. Je t'attends à 19h. J'y serai, répondit le Benjamin. J'ai hâte de le taxidermiser. Il faut dire que j'ai un nouvel élément qui le rendra encore plus vivant. Quel élément? Demandèrent en chœur Sibylle et Athanase. Vous verrez, répondit Gustave d'un ton mystérieux. En fin de soirée, le jeune sculpteur rejoignait son domicile, une grande malle sous le bras. Levant sa casquette de travail pour saluer les passants, il riait intérieurement. S'il savait ce que contenait son coffre. Arrivé dans son modeste appartement, il posa la malle sur une table et l'ouvrit, dévoilant une tête coupée. Nullement impressionné, il la sortit du bagage et, la tenant de ses deux mains, l'examina un instant. Armand Rousseau, lui dit-il. Ainsi, c'est toi l'étrangleur de Barbès. C'est toi qui as tué ces 14 jeunes femmes. Et dire que tu étais pharmacien. Chaque jour, des dizaines de personnes se rendaient en toute confiance dans ton officine. Les rues sont plus sûres, à présent. La tête était celle d'un individu brun d'une quarantaine d'années. L'homme n'était ni beau, ni laid. Pourtant, derrière cette apparence effroyablement banale, Gustave percevait, il en était certain, les marques de la folie. Là, au coin des lèvres, n'était-ce pas l'amorce d'un rictus? Et ces ridules autour des yeux, n'avaient-elles pas quelque chose de glacial? En sifflotant presque gaiement, le jeune homme se mit à l'ouvrage. D'un geste assuré, il pratiqua quelques petites incisions au scalpel. Il passa ensuite des heures à retirer délicatement la peau de la chair, s'aidant d'un petit grattoir lorsqu'un peu de viande récalcitrante ne voulait pas se détacher. Ses gestes étaient précis. Il faut dire que, depuis son plus jeune âge, il avait naturalisé des centaines d'animaux avec son père, taxidermiste de profession. Il avait commencé par des écureuils, puis était passé aux renards, aux chamois et enfin aux cerfs. Il avait même aidé son paternel lorsqu'il avait eu l'occasion d'empaler un crocodile entier ramené d'Égypte. Ayant côtoyé la mort depuis toujours, était-il surprenant que Gustave se fût tourné vers ce métier de sculpteur de la chambre des horreurs, alors que son frère Athanase choisissait la médecine légale? Il avait à présent retiré l'entièreté de la peau du visage du criminel, dont la tête n'était plus qu'un ensemble rouge et blanc de muscles à vif et de graisse.
Pour lui, ce n'était plus un être humain, mais un matériau. Il sourit, satisfait d'avoir conservé la peau dans son intégralité, comme s'il avait pelé sans la rompre la totalité de l'épluchure d'une pomme. Avec précaution, il la plaça dans une solution visant à empêcher la putréfaction. Deux fils de taxidermistes, l'un sculpteur de statues de criminels, l'autre médecin légiste. L'équation avait quelque chose de trop évident. Naturellement, leur conversation s'était très vite portée sur les malfaiteurs que l'un disséquait et que l'autre prenait comme modèle. Gustave n'aurait su dire lequel des deux avait eu le premier l'idée de se servir des visages de vrais criminels pour en faire des attractions de musée. Leur père les aurait sans doute approuvés. L'idée de travailler un être humain devait tarauder secrètement tous les empailleurs. Et puis ce n'étaient que des bandits, que personne n'allait regretter. Après tous les méfaits qu'ils avaient commis, ils devaient bien cela à la société. Ils avaient terrorisé leurs contemporains, ils les amuseraient à présent. Là, la peau était prête. Gustave la disposa avec soin sur une tête de cire avant de la recouvrir d'une fine pellicule protectrice. Il avait hâte de rejoindre son atelier le lendemain pour la fixer au corps de cire qui l'attendait, les mains déjà placées en position d'étranglement. Le gros de la nuit s'était déjà écoulé, mais il ne pouvait se coucher sans faire une dernière chose. Il manquait la pièce maîtresse qui allait parfaire son œuvre. Il prit une petite boîte en bois qu'il avait cachée sous des papiers dans un tiroir et l'ouvrit. Elle contenait 2 billes d'un cristal extraordinairement pur, à faire pâlir de jalousie les manufacturiers de Saint-Louis. À la mort de leur père, il avait reçu de sa mère un coffre-fort dont elle ne connaissait pas la combinaison. Il avait essayé des milliers de codes chiffrés pendant des années avant de tomber sur le bon, il y avait de cela 3 mois. Quelle n'avait pas été sa surprise! Il s'attendait à des titres ou des pièces d'or, jamais à 2 sphères de cristal. Pourquoi son père avait-il pris de telles précautions pour les soustraire au regard du monde? Il avait pourtant des centaines d'autres billes dont il se servait pour les yeux des animaux empaillés. Sans doute ces 2-ci étaient-elles plus précieuses que Gustave ne l'imaginait. Son père les réservait probablement à une pièce d'exception, un animal de toute beauté. Eh bien, l'honneur reviendrait à l'étrangleur de Barbès. Avec ses magnifiques globes en guise d'yeux, il allait faire frissonner la France entière. Une dizaine de jours plus tard, une longue file d'attente serpentait devant l'entrée du musée. Nul n'avait pu échapper aux affiches placardées dans toute la ville annonçant l'arrivée de l'étrangleur de Barbès. Comme à leur habitude, Gustave et sa fiancée étaient postés devant l'œilleton, attendant de voir la réaction des spectateurs. La scène était remarquable. L'étrangleur au visage terrifiant enserrait de ses mains le cou gracile d'une jeune femme qui l'implorait du regard. « Je trouve que la fille de cire est tout aussi réussie que l'étrangleur, » jugea Sibylle. « Je t'assure que tu n'as pas besoin d'utiliser de vrais visages pour tes statues de criminels. Imagine si l'on venait à découvrir votre petit manège. Athanase et toi perdriez vos emplois. » « Ne t'inquiète pas, il n'y a aucun risque, » répondit Gustave. « Et je t'assure que l'étrangleur est bien plus réaliste comme cela. » Sa dulcinée le regarda avec inquiétude. Elle se demandait quelle curieuse pulsion pouvait bien pousser son fiancé à se livrer à ces curieuses activités. Elle laissa de côté ses réflexions en voyant, de l'autre côté du mur, les premiers visiteurs arriver. Comme prévu, ils étaient très nombreux. Leur réaction face à l'étrangleur était telle que le couple l'avait espérée, terrifié et ravi à la fois. Déjà, plusieurs audacieux venaient devant lui étudier de près son visage. « Tu vois ?» remarqua Gustave radieux. « Personne ne regarde la fille. Ils sont tous obnubilés par l'étrangleur. » Je savais que ces billes lui donneraient un air terrifiant. Le lendemain matin, Sibylle retrouva Gustave dans son atelier. À sa demande, elle avait apporté les quotidiens les plus tirés pour lui faire la lecture.
L'élu de son cœur n'était pas illettré, mais il avait toujours eu du mal à lire avec fluidité. Alors qu'il observait toujours les spectateurs par le Judas, elle s'assit sur un petit tabouret et déplia le premier journal. Alors, demanda-t-il enthousiaste, on parle de ma nouvelle statue? La demoiselle ne répondit pas. Elle était devenue aussi pâle que les mannequins de cire qui jonchaient le sol. Qu'y a-t-il? S'inquiéta Gustave. C'est épouvantable, sanglota Sibylle. Une jeune femme a été étranglée. Boulevard Barbès. Ce n'est pas possible. Armand Rousseau a avoué. On a trouvé chez lui des bijoux ayant appartenu à ses victimes. Il a été guillotiné et j'ai moi-même taxidermisé sa tête. Constatant que sa promise, trop occupée à pleurer, ne l'écoutait pas, Gustave alla la consoler. Au cours des jours suivants, l'affluence au musée redoubla suite à la macabre découverte. Outrée, Sibylle restait en retrait, dans un coin de l'atelier, à lire des livres, l'air renfrogné. Par respect pour la sensibilité de sa future épouse, Gustave tentait de se montrer mesuré, mais il avait du mal à détourner son regard du Judas, ravi du succès que remportait sa statue de l'étrangleur. Puis, un matin, la belle arriva plus tard que d'habitude à l'atelier, plusieurs journaux dans les mains. Elle semblait surexcitée. Une autre jeune femme a été retrouvée étranglée boulevard Barbès, annonça-t-elle. Devine ce qu'en dit la presse. Comme Gustave haussait les épaules en signe d'ignorance, elle reprit. Certains journalistes estiment que le musée va trop loin et devrait fermer la chambre des horreurs. Pour eux, c'est la vision de scènes de crime reconstituées dans toute leur sordidité qui a donné à quelqu'un l'idée d'imiter l'étrangleur. Le sculpteur eut une grimace agacée. Fermer la chambre des horreurs? Quel crétin que ces journalistes! Pour d'autres, continua Sibylle, la justice s'est trompée. Armand Rousseau n'était pas le bon coupable et l'étrangleur court toujours. Gustave n'était pas plus convaincu. Après tout, il avait vu le mal sur le visage de Rousseau. Il savait qu'il s'agissait de l'étrangleur. Mais selon moi, ils ont tous tort, poursuivit la jeune femme. Tu veux mon avis? Bien sûr. Et si c'était Armand Rousseau? Il regarda attentivement sa fiancée. Elle était sérieuse. Mais il est mort, objecta-t-il. Je sais, je veux dire, et si c'était la statue? Face au regard perplexe de Gustave, elle poursuivit. Tu te souviens du livre que j'ai lu, celui de Marie Shelley? Et si, comme le docteur Frankenstein, tu avais créé un monstre? Après tout, la tête du vrai criminel se trouve sur la statue. Pas toute sa tête, corrigea le jeune homme. Juste la peau. Je t'assure qu'il ne lui reste plus la moindre parcelle de vie. Et ses yeux de verre, qu'en sais-tu après tout? Pourquoi ton père les aurait-il cachés s'il n'avait rien d'extraordinaire? Peut-être savait-il quelque chose à leur propos. Ce n'est que du cristal. En es-tu certain? Tu m'as dit que ces billes ne ressemblent à l'œuvre d'aucune manufacture connue. Je suis sûre qu'elles lui ont redonné vie, d'une manière ou d'une autre. Il faut détruire cette statue. C'est hors de question. As-tu pensé à mon poste? As-tu pensé à ces filles innocentes? Écoute, calmons-nous, veux-tu, et réfléchissons un peu. Comment la statue aurait-elle pu quitter le musée? Par la porte arrière, qui n'est jamais fermée. C'est un vrai moulin. Je te le concède. Mais nous n'avons aucune preuve de ce que tu avances. Alors, nous devrons veiller, toutes les nuits. Si une autre victime est tuée, nous saurons que la statue n'y est pour rien et je ne t'embêterai plus avec ça. Gustave la regarda indécis. Elle arborait ce charmant sourire qui faisait apparaître sa fossette. Que n'aurait-il pas fait pour elle?
Plusieurs nuits durant, les trois jeunes gens se relayèrent deux à deux pour surveiller par l'œilleton de l'atelier la statue de l'étrangleur. Elle restait immobile, occupée à étrangler invariablement sa pauvre victime de cire. Une nuit, alors que c'était au tour de Sibylle et Athanase de monter la garde, la jeune femme était occupée à observer la statue par le Judas quand elle fut surprise par un bruit. Elle se retourna. C'étaient les ronflements de son ami, qui s'était endormi à même le sol. Le pauvre! Ça faisait plusieurs jours qu'il veillait en leur compagnie. Il avait bien mérité quelques heures de sommeil. Elle le recouvrit d'un manteau, lui déposa un petit baiser sur la joue et quitta l'atelier en silence pour rejoindre la chambre des horreurs. Éclairée d'une lampe à graisse de baleine, elle passa devant des scènes de crime plus effroyables les unes que les autres. Les mécanismes des quelques statues animées ayant été mis en suspens pour la nuit, la salle était plongée dans un silence qui la rendait d'autant plus sinistre. Elle s'arrêta au niveau de l'étrangleur et alla le voir de près. « Que je suis sotte, dit-elle. Ce n'est qu'une statue inanimée. Je dois me rendre à l'évidence, cela fait plus d'une semaine que nous la surveillons. Comment ai-je pu croire qu'elle pouvait revenir à la vie? Je lis trop d'histoires. Pauvres Gustave et Athanase, ils sont bien aimables de me suivre dans ma lubie. Dès demain matin, je leur dis que je renonce. » Alors qu'elle fixait toujours le meurtrier, elle crut le voir bouger. Elle se ressaisit en comprenant que ce n'était qu'une ombre qui passait derrière elle. Elle se retourna et vit Athanase, qui s'était discrètement glissé derrière elle. « Athanase !» chuchota-t-elle, une main sur le cœur. « Tu m'as fait une peur bleue, je te croyais endormie. » Elle fut surprise de voir qu'il ne souriait pas niaisement comme à son habitude. Au contraire, elle lui trouvait un air étonnamment sérieux. Il lui agrippa un bras. « Eh bien, qu'as-tu donc ?» lui demanda-t-elle. Il lui saisit le deuxième bras et se pencha sur elle pour essayer de l'embrasser. Elle détourna la tête en criant. « Athanase, mais qu'est-ce qui te prend? Je suis fiancée à ton frère. » Le regard hagard, il serrait toujours ses bras au point de lui faire vraiment mal. La panique s'empara d'elle. Elle venait de comprendre. C'était lui qui avait tué les deux jeunes femmes, imitant le mode opératoire de l'étrangleur. Et à présent, il allait s'en prendre à elle. « C'est toi le tueur !» cria-t-elle. Il lâcha aussitôt son étreinte, retrouvant son air benêt. « Le tueur? Non, marmonna-t-il. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai senti ton baiser alors que je somnolais. Je croyais, j'espérais. Je t'en prie, ne dis rien à Gustave. » Bouleversé, il s'enfuit en courant. Sibylle tremblait mais était soulagée. Ce n'était pas le tueur, ce n'était qu'un amoureux éconduit, harassé par plusieurs nuits de veille, contraint à partager des heures de promiscuité avec la femme qu'il aimait. Le pauvre. « Athanase !» cria-t-elle. « Reviens, ne t'en fais pas, c'est oublié. Gustave ne doit rien savoir. » Mais il avait déjà pris ses jambes à son cou, la laissant seule dans le musée. Sibylle croisa les bras sous sa poitrine, se sentant stupide. Comment avait-elle pu le suspecter? Elle commençait à ressentir elle-même le poids du manque de sommeil. Cette histoire n'avait que trop duré. Elle frissonna, comme si elle avait senti un courant d'air, sans doute causé par la porte du musée qu'Athanase venait de refermer derrière lui. Pourtant, elle percevait une présence. Elle se retourna et croisa le regard de cristal de la statue de l'étrangleur. « Maintenant, mon imagination me joue des tours, » dit-elle à voix haute, sans se rendre compte qu'elle s'était, comme les visiteurs, approchée à très faible distance du visage du mannequin. Fascinée par le réalisme de ses traits, elle le fixa un instant. Dire qu'il s'agissait du vrai visage de l'étrangleur, c'est qu'il était terrifiant. Quel rictus!
Que de malveillance dans ce regard! Et que la peau était bien conservée! On aurait dit qu'il était vivant. On aurait dit qu'il allait respirer. Mais oui, il respirait! Sidérée, Sibylle écarquilla les yeux quand il sauta sur elle en poussant un grognement animal. Elle voulut hurler, mais il était trop tard. Le tueur avait lâché sa victime de cire pour placer ses mains autour de son cou, serrant avec une force herculéenne. Elle sentait sa trachée se broyer et ses poumons être peu à peu privés d'air. Dans une vaine tentative, elle leva ses mains pour agripper celles de l'étrangleur et entreprendre de lui faire lâcher prise. Cela eut l'effet inverse. Il resserra son étreinte. Au bout d'une minute, les bras de la jeune fille retombèrent mollement le long de son corps. Non! Une voix rageuse venait de surgir derrière eux. C'était Gustave, qui s'était emparé de la hache d'une autre statue et fonçait droit sur l'assassin. Avant qu'il n'eût le temps de réagir, le jeune sculpteur lui avait asséné un coup en plein front, sectionnant une portion de son crâne. La statue lâcha sa proie, qui tomba au sol, inanimée, les yeux grands ouverts. Fou de rage, l'amoureux releva son arme et frappa, puis frappa encore, éclaboussant le mur de giclées de cire. La tête du tueur n'était plus qu'un amas informe et grotesque. Son corps désarticulé gisait dans une posture ridicule. Avec un cri rauque, Gustave releva de nouveau la hache et la baissa, coupant pour la deuxième fois la tête du meurtrier, qui alla rouler à quelques mètres. En pleurant, il se pencha sur Sibylle, mais il savait qu'il n'y avait plus d'espoir. La pauvre avait été la dernière victime de l'étrangleur. « Tu es sûr de toi ?» demanda Athanase en soulevant un drap blanc dévoilant le visage de Sibylle. « Absolument, » décréta Gustave. Le médecin légiste baissa les yeux. Il se sentait toujours coupable. Il avait raconté à son frère sa conduite honteuse, et ce dernier lui avait pardonné. Il se tenait pour seul responsable. C'était à lui de rester en permanence auprès de sa fiancée. Il lui avait fait défaut et le paierait toute sa vie. À moins que... Tu es sûr que c'est ce qu'elle aurait voulu ? Ne put s'empêcher Athanase. Son cadet lui lança un regard sans appel. Très bien, comme tu voudras. Je vous laisse. Il quitta la morgue, laissant Gustave seul avec le cadavre de Sibylle et son matériel de taxidermiste. La nuit venait de tomber. Le sculpteur avait quelques heures à peine avant que la morgue n'ouvre de nouveau ses portes. Le regard vide, il s'approcha de celle qui fut un jour sa bien-aimée, un scalpel en main. Pendant des heures, il fit ce qu'il savait faire de mieux, puis contempla son œuvre. On aurait dit que la jeune femme était paisiblement endormie. En d'autres circonstances, il aurait été fier de son travail. Il ne manquait plus qu'un détail, les yeux. Il sortit de sa poche les billes de cristal qu'il avait extraites des orbites de l'étrangleur. Oserait-il ? Évidemment. C'était bien là tout le but de la manœuvre. Retenant son souffle, il appliqua avec soin les deux sphères, referma les paupières de Sibylle, puis attendit. Il en était convaincu, elle ouvrirait les yeux d'un instant à l'autre, elle croiserait son regard et lui sourirait. Et, enfin, il reverrait son adorable fossette se dessiner sur sa joue.